Crime sur la Côte d'Argent revient à présent sur le terrible destin de Nadine, une sexagénaire sans histoire, retrouvée calcinée et lardée de coups de couteau sur le pas de sa porte. Une histoire hors du commun pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le terrible destin de Nadine, une femme de 63 ans sauvagement attaquée à son domicile et dont la mort extrêmement violente va laisser toute une région dans l'incompréhension la plus totale. J'ai entendu frapper. Il y a une ancienne voisine à moi, une jeune, qui me dit eh bien Marinette, t'as rien su. Mais je dis qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit Nadine, elle s'est fait assassiner. Oh. Alors moi, ça m'a fichu un choc. Hein. Donc je suis sortie, puis c'est là que j'ai vu tout le monde. Hein. Les gendarmes, les gens. Moi, j'avais rien entendu. Nous sommes à l'Espard, sur la presqu'île du Médoc, à une soixantaine de kilomètres au nord de Bordeaux. Située au milieu des vignes, cette ville de près de 6000 habitants se trouve à seulement quelques kilomètres des plages de la Côte d'Argent. L'Espard est une commune rurale, avec quand même des activités. Il y a un chômage qui est important, qui est près de 25%. C'est une région relativement paisible, où la délinquance est plutôt rare et où les gens vivent en toute quiétude. Mais le dimanche 13 novembre 2011, la tranquillité de cette petite ville va soudainement être rompue. Les gendarmes sont appelés le matin, vers 10h30, pour un incendie du cinéma Le Molière. Ils se rendent alors immédiatement sur place pour constater les dégâts. Une vitre a été brisée et pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute. Un incendie d'origine criminelle a été déclenché durant la nuit. Mais fort heureusement, le feu s'est éteint de lui-même. Il semblerait que le cinéma ait d'abord fait l'objet d'un cambriolage avant que l'auteur ou les auteurs y mettent le feu. Un acte de vandalisme quasiment gratuit car très peu de choses ont été volées. La journée démarre mal pour les gendarmes de l'Espard, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Dans le même temps, deux jeunes garçons vont se présenter à la gendarmerie de l'Espard-Médoc. Ils ont découvert le corps sans vie d'une femme gisant dans son sang. Que s'est-il passé dans la commune? Qui a incendié le cinéma et qui est cette femme retrouvée morte? Les deux événements sont-ils liés? À l'Espard, suite aux déclarations des deux témoins qui disent avoir découvert le cadavre d'une femme à son domicile, les gendarmes se rendent sur les lieux pour vérifier leurs dires. Ils arrivent sur place et découvrent à leur tour, dans l'entrebâillement de cette porte, eh bien, le corps sans vie d'une femme d'une soixantaine d'années qui est allongée sur le sol. Une partie de son corps est dénudée et il y a une mare de sang tout autour et il y a aussi surtout des traces d'un début d'incendie. Ce corps, c'est celui de Nadine, 63 ans, la résidente de l'appartement. Larbi Ben Ali, médecin légiste, examine alors la victime et la sexagénaire semble avoir subi un véritable acharnement. On retrouve au niveau de la face, du cou,
du dos également de multiples impacts de couteau. On retrouve même au niveau du visage une lame de couteau qui est fichée dans l'os et qui est restée en fait bloquée dans l'os. On retrouvera une autre lame également dans le dos, bloquée dans une côte. Ça signifie qu'on est en présence d'une scène d'hyperviolence. Pire encore, plusieurs indices laissent penser qu'elle aurait pu être victime de violences sexuelles. Nadine est donc partiellement dévêtue. Elle a notamment le chemisier qui a été relevé. Elle a le soutien-gorge qui est dégrafé. Elle a le pantalon et le sous-vêtement qui est baissé. Mais ce n'est pas tout. L'examen médico-légal laisse entrevoir des lésions superficielles au niveau anal. Et d'un côté, les lésions superficielles et d'un autre côté, la position de cette dame leur permet de retenir l'hypothèse d'un viol. À l'annonce du décès de Nadine, le voisinage est sous le choc. Marinette habite à quelques mètres à peine des lieux du drame. J'ai entendu frapper. Il y a une ancienne voisine à moi, une jeune, qui me dit « Eh bien Marinette, t'as rien su ?» Mais je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit « Nadine, elle s'est fait assassiner. » Alors moi, ça m'a fichu un choc. Hein. Donc je suis sortie, puis c'est là que j'ai vu tout le monde. Hein. Les gendarmes, les gens, moi j'avais rien entendu. L'incompréhension est d'autant plus grande que Nadine ne semblait déranger personne. Nadine est une femme qui aimait bien s'habiller, toujours coquette, pimpante, très agréable, tranquille. Elle tricotait énormément. Tricotait des nappes, des rideaux, beaucoup de tricot. Et sa maison était très propre, impeccable. Originaire de Carcan, la sexagénaire s'était installée à l'Espard depuis 15 ans. Elle a été mariée, elle a eu 4 enfants, et après on lui a enlevé ses enfants, elle est venue habiter ici. Occupant son temps avec des loisirs simples, la femme de 63 ans vivait isolée. Elle parlait pas beaucoup, hein, du tout. Hein. Elle était un peu renfermée. Hein. Et oui, parce qu'elle avait des problèmes psychologiques quand même. Hein. En effet, Nadine souffrait de psychose schizophrénique et avait été placée sous tutelle. À l'exception d'un infirmier psychiatrique et de sa voisine Marinette, personne ne lui rendait visite. Elle voulait voir personne, hein. Elle voulait voir personne. Dès que quelqu'un frappait chez elle, elle répondait pas. Il semble donc très peu probable qu'elle ait laissé entrer un étranger chez elle. Alors Nadine connaissait-elle son agresseur? Ou s'est-il introduit dans son domicile contre son gré? Pourquoi s'est-il ainsi acharné sur une femme de cet âge, sans défense? À la gendarmerie de l'Espard, les enquêteurs font le point sur la nuit d'horreur qui vient de se dérouler. Et pour eux, le fait que 2 événements aussi inhabituels aient eu lieu en si peu de temps ne peut être le fruit du hasard. La commune de l'Espard n'est pas sujette à ce genre de faits criminels, que ce soit l'incendie ou que ce soit un meurtre. Évidemment, ça interpelle effectivement tout de suite les gendarmes. D'autant plus que dans les 2 cas, le feu a été déclenché pour tenter de camoufler un crime ou un délit. Il est très frappant pour les gendarmes d'avoir affaire dans la même nuit à 2 incendies
Sur 2 lieux différents mais proches pour autant, les gendarmes, bien entendu, s'interrogent quant à savoir s'il n'y a pas un seul et même auteur de ces 2 actes. Et les 2 jeunes qui ont découvert le corps de Nadine ne vont pas tarder à les mettre sur la piste d'un suspect. Dans la nuit, alors qu'ils étaient en discothèque à Montalivet, ils ont reçu plusieurs appels téléphoniques d'un ami, se prénommant Kevin, qu'ils avaient laissé en fin de soirée, leur disant qu'il venait de tuer sa voisine. Ils ne le prennent pas au sérieux parce que de temps en temps, il peut mentir, puis la soirée est animée, ils s'amusent, ils ne réalisent pas du tout ce qui s'est passé. Stupéfaits devant de telles déclarations, les gendarmes décident d'interpeller ce fameux Kevin, 18 ans. Très rapidement, donc, ils vont se rendre chez Kevin, mais il n'est pas chez lui à ce moment-là de la soirée. Pour autant, le jeune homme ne se trouve pas très loin. Kevin est allé se confesser à une de ses voisines, à qui il raconte tout. Et rapidement, les gendarmes sont au courant qu'il est chez cette voisine et ils vont l'interpeller. À l'arrivée des gendarmes, ils n'opposent aucune résistance. À leur vue, Kevin se lève, il lève les bras au ciel et il fond en larmes. Comme s'il attendait en fait son arrestation, il ne s'oppose pas du tout à son interpellation et il va littéralement fondre en larmes. Alors qui est vraiment ce jeune homme? Est-il bien le meurtrier de Nadine? Et pourquoi s'en serait-il pris à elle? À la gendarmerie de l'Espard, suite à l'arrestation de Kevin, les enquêteurs se penchent sur le profil de ce jeune homme, a priori ordinaire. Kevin est le deuxième d'une fratrie de 3 garçons. Lors des faits, il a à peine 18 ans. Ses parents sont divorcés. Il vit à l'Espard avec sa maman et ses 2 frères. Donc une famille sans problème, menant une vie tout à fait normale. Mais à l'adolescence, le jeune garçon connaît des difficultés. Kevin a une scolarité un petit peu chaotique, avec des troubles un peu du comportement, un rapport à l'autorité assez difficile. Ça va l'amener à avoir quelques conflits avec ses professeurs, avec le corps enseignant. Et à 16 ans, il va être exclu définitivement de son lycée. Et il ne reprendra pas de scolarité. Le jeune homme n'a dès lors plus aucun projet professionnel. Et côté vie privée, ce n'est pas mieux. Après 2 ans de relation, sa compagne le quitte, alors qu'elle est enceinte de lui. Pour Kevin, c'est le début de la dérive. Kevin est quelqu'un d'assez influençable. Quelqu'un qui a toujours eu un petit peu peur et il va trouver chez des amis, pas toujours recommandables, c'est vrai, un substitut familial. Et il va fréquenter des gens qui se livrent parfois à des actes de délinquance. Et il va être un petit peu entraîné par ces amis-là. Mais vraiment, ces amis, c'est très important pour lui et donc il va les suivre parfois sur des mauvais coups. D'ailleurs, Kevin est déjà connu des services de police. Il a été interpellé à plusieurs reprises pour du trafic, pour des bagarres. Donc il n'a pas encore commis de faits graves, mais il commence à avoir le parcours d'un petit délinquant de quartier. En effet, à peine majeur, Kevin a déjà un casier judiciaire bien chargé. Il a notamment été condamné pour vol, pour violence et pour avoir menacé de mort et frappé un gendarme. Alors que les enquêteurs comprennent qu'ils sont face à un jeune homme plus dangereux qu'il n'y paraît, les résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps de Nadine arrivent sur leur bureau et ils sont édifiants. On a une vingtaine de coups de couteau sur des zones vitales, le visage, le cou, le thorax. Donc 2-3 coups déjà auraient pu suffire à générer la mort.
Donc là, on est sur une forme d'acharnement. La sexagénaire n'a visiblement pas eu le temps de réagir. On a très peu de traces de défense et de lutte. On peut penser que l'auteur a pris le dessus très rapidement sur sa victime. On n'a pas par exemple, ce qu'on appelle de traces de défense sur les mains ou les avant-bras. Et si l'autopsie n'a pas permis d'établir avec certitude l'existence d'un viol, pour les gendarmes, cela ne fait aucun doute. Les enquêteurs vont placer Kevin en garde à vue pour meurtre, mais également pour viol. Et même si on ne retrouve pas d'ADN, les enquêteurs sont convaincus, et le médecin légiste aussi, que cette personne a subi des violences sexuelles. Mais lorsqu'il témoigne, contre toute attente, Kevin réfute toute implication dans la mort de Nadine. Il va nier les faits. Il va même accuser 2 autres personnes des faits qui lui sont reprochés. Sans doute c'est trop compliqué, trop difficile psychologiquement pour lui d'assumer ou de reconnaître ce qui s'est passé. Alors que révéleront les analyses effectuées sur la scène de crime? Kevin finira-t-il par avouer? Et pour quelle raison ce jeune homme de 18 ans se serait-il ainsi acharné sur sa voisine? À la gendarmerie de l'Espard, 4 jours après les faits, les enquêteurs reçoivent les résultats des prélèvements effectués sur la scène de crime. Des traces d'un ADN masculin donc sont retrouvées en effet sur les allumettes, sur la bouteille qui n'a pas complètement fondu et sur les vêtements, bien sûr, de la victime. Après vérification, cet ADN est bien celui de Kevin. Pourtant, il n'avait aucun lien apparent avec Nadine et n'avait donc aucune raison de se trouver à son domicile. Acculé par les éléments matériels, lors de son audition de première comparution face au juge, le jeune homme change radicalement d'attitude. Kevin a nié tout le long de sa garde à vue, et je crois que quand il est présenté devant le juge d'instruction, le poids est trop lourd. Il faut qu'il se soulage et il faut qu'il dise la vérité, parce que manifestement c'est trop dur à porter pour lui, et c'est la raison pour laquelle il va avouer au juge d'instruction que c'est bien lui qui a commis le meurtre de Nadine. Kevin livre alors au magistrat son récit de cette funeste soirée du samedi 12 novembre. Ils sont plusieurs jeunes, ils veulent aller en boîte. Lui, il ne peut pas les suivre. Il ne peut pas les suivre parce qu'il est interdit d'entrer dans ces établissements-là. Et il se retrouve seul. Et c'est vrai que la nuit va être peut-être longue pour lui. Il va peut-être consommer un peu d'alcool. Il va errer dans les rues de l'Espard, sans but, sans mobile. Et puis il dit être passé devant le cinéma et avoir eu l'intention de cambrioler ce cinéma pour trouver de l'argent. Et l'avoir après incendié. Mais le jeune homme ne s'arrête pas là. Au moment de rentrer chez lui, il a une deuxième mauvaise idée, c'est celle d'aller cambrioler le domicile de sa voisine. Il pense qu'elle dort à cette heure-ci et elle est censée dormir à cette heure-ci. Et lorsque Kevin rentre dans cette maison, là il se retrouve devant sa voisine Nadine et il est totalement surpris par la situation. Le cambriolage vire alors au drame. Il dit qu'à ce moment-là, Nadine aurait un couteau à la main, qu'elle s'en est prise à lui avec ce couteau. Il a répliqué. Les choses à ce moment-là vont prendre une autre tournure, puisqu'il se saisit du couteau et frappe Nadine avec celui-ci. Mais s'il avoue le meurtre de la sexagénaire, Kevin nie catégoriquement l'avoir violée.
Et quand le juge d'instruction lui demande comment il explique effectivement qu'une partie du corps de la victime soit dénudée, il va apporter une explication, à savoir que ces empreintes étant susceptibles de se trouver sur les vêtements de la victime, il va vouloir la dénuder pour mettre le feu à ses vêtements. Mais devant, explique-t-il, le dégoût que lui inspire le corps de cette dame qui n'est plus toute jeune, il va renoncer à lui enlever ses vêtements. Des explications qui ne convainquent pas le juge d'instruction. Kevin est donc mis en examen pour homicide volontaire et viol. Dans la petite ville de l'Espar, la mort violente de Nadine fait grand bruit. Tous se demandent comment un si jeune homme a pu commettre un meurtre aussi barbare et a priori gratuit. C'est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête de ce garçon de 18 ans au moment de cette soirée, mais sûrement le fait de ne pas pouvoir partir avec ses amis, ça le frustre. Sûrement l'alcool, les stupéfiants font que ça le fait délirer un petit peu. Et effectivement, peut-être cette frustration remonte. Il a besoin de se venger. Pour tenter de comprendre les raisons du passage à l'acte de Kevin, une expertise psychiatrique est diligentée. Il semblerait que le fait de se retrouver seul, conjugué à sa récente rupture, ait fait perdre pied au jeune homme. Kevin était intolérant à la frustration et c'est vrai que là on a un cocktail détonnant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller en boîte de nuit avec ses amis parce qu'il est interdit. Il reste donc tout seul alors que ses amis font la fête sans lui. Sa petite amie vient de rompre avec lui alors qu'il va être papa dans plusieurs mois. Les experts ont conclu effectivement que Kevin se déchargeait à ce moment-là de toutes les frustrations, de toutes les angoisses et que malheureusement Nadine a fait les frais de toute cette impuissance face aux événements. Malgré tout, d'après les psychiatres qui l'ont examiné, Kevin ne souffrait pas d'altération du discernement au moment du crime. Il est donc déclaré responsable de ses actes et sera jugé devant une cour d'assises. Alors comment se déroulera son procès ? Permettra-t-il de faire toute la lumière sur cette affaire? Et à quelle peine les jurés décideront-ils de condamner Kevin? Le 12 novembre 2014, 3 ans jour pour jour après le meurtre de Nadine, le procès de Kevin s'ouvre aux assises de la Gironde. Sur le banc des parties civiles, les enfants de la victime espèrent des réponses. Ils attendent beaucoup, bien entendu, de ce procès. C'est la première fois qu'ils vont découvrir le visage de celui qui a frappé, agressé dans de telles circonstances d'horreur leur mère. Ils veulent comprendre pourquoi celui-ci l'a agressé de cette manière, lui a porté des coups de poing au visage, lui a porté une vingtaine de coups de couteau, l'a déshabillé, a brûlé partiellement son corps. Pourquoi une telle horreur? Mais l'accusé ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes. Il tente de minimiser finalement l'horreur de ses actes et sa responsabilité de façon assez détachée par rapport à la gravité et à l'horreur des faits pour lesquels il comparait. Et si le jeune homme a avoué le meurtre, tout l'enjeu du procès réside dans l'accusation de viol. Kevin, si le meurtre et le viol sont reconnus, encourt la perpétuité. Il avait 18 ans au moment des faits, il en a 20, 21 quand il comparaît devant la cour d'assises. L'enjeu est très grand. Il peut être condamné à une peine qui équivaut à son âge. 18 ans, 20 ans, perpétuité même. Conservant la même ligne de défense qu'au cours de l'instruction, Kevin conteste toute violence sexuelle à l'égard de la sexagénaire. Pour permettre aux jurés de trancher, des experts sont donc appelés à la barre.
mais aucun consensus ne se dégage. Les investigations donc, initiales, que ce soit la levée de corps ou l'autopsie, n'ont pas pu, de façon formelle et certaine, conclure à une agression de nature sexuelle. L'accusation de viol n'est donc finalement pas retenue. Mais Kevin est tout de même condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Nadine. Un verdict sévère qui satisfait la famille de la victime. Lorsque les parties civiles, les enfants, les proches de Nadine entendent le verdict, c'est un soulagement parce qu'une réponse judiciaire a été apportée. La sanction est conséquente, 20 ans de réclusion pour ce garçon qui en a à peine 21. Aujourd'hui, à l'Espar, les enfants de Nadine restent hantés par son souvenir. Ils ne parviennent pas à oublier le destin tragique de leur mère, tuée sauvagement de multiples coups de couteau. La famille de Nadine reste extrêmement meurtrie par ce drame. Les circonstances dans lesquelles leur mère a perdu la vie sont très douloureuses. Ils s'efforcent de s'attacher aux moments heureux qu'ils ont partagés avec leur mère, mais ces moments heureux, malheureusement, laissent très vite la place à l'horreur de la découverte du corps.